Je vais repartir dans Claro et vous allez voir qu'on va utiliser Claro tout à fait dans un autre cadre. Les cartes ne représentent plus maintenant mes publications LinkedIn, qui finalement n'intéressent quasi que moi, sauf sur LinkedIn, mais on va plutôt chercher à représenter tout à fait autre chose. Donc ici, on va représenter des projets. Donc j'ai des cartes qui sont des projets avec peut-être des projets clients et des projets internes. Donc je me mets dans le cadre d'une PME qui fait par exemple une agence digitale, par exemple, qui fait, euh, qui fait des projets de rebranding ou des projets de création de site web ou quelque chose comme celle-là. Et donc, on va avoir des projets, et au sein de ces projets, on va avoir dans cette première partie une décomposition en tâches. Et donc, on voit que dans cette campagne-là, il y a des tâches qui sont terminées, d'autres à valider, d'autres démarrer, d'autres candidats. Euh, c'est pas mon mode de gestion de projet préféré pour tout un ensemble de raisons, mais il reste que c'est un mode très classique. Et donc, on va travailler un peu là-dessus pour voir ce que vous pouvez faire dans Claro et peut-être soit passer à Claro si vous utilisez un autre, soit rapatrier dans vos Notion, vos Asana ou autre chose. Alors, la manière dans Claro de regarder ceci, si je vous montre un peu le modèle de données, on a des projets qui sont décomposés en tâches. J'en profite pour attirer votre attention sur le fait que cet écran a été amélioré. Donc, si vous utilisez des dimensions per fil là, entre les cartes, ben, vous avez maintenant ces petits boutons ici qui permettent d'ouvrir et fermer. Même si vous avez plusieurs dimensions, ça c'est Corentin qui demandait. Je ne sais pas si Corentin est là, mais donc ça a été fait. Et donc, on a des projets qui sont décomposés en tâches. Et si vous regardez la structure de mon fichier Excel, donc si vous faites ça même dans Excel, c'est importable dans Claro, ben, j'ai simplement pour les tâches des personnes responsables, peut-être dans des départements, un statut de tâche terminé ou pas. Et on va jouer aujourd'hui, on va regarder un peu ce qui se passe si on fait l'hypothèse, et j'y reviens, que les tâches ont une échéance, qu'il y a une estimation, même si on n'aime pas les estimations à la grosse louche, je vais y revenir, on peut toujours le faire, et peut-être tout simplement un temps presté. Donc si j'ouvre une carte, j'ai ce modèle de données-là, une échéance, une estimation et un temps presté. Et du coup, j'ai une petite dimension calculée qui simplement fait la soustraction des deux, le temps restant. Et la question donc, Laro, c'est est-ce que grâce à ça, on peut commencer à réfléchir sur la capacité d'une équipe à tenir ses échéances, par exemple, qui reste une question légitime, même si elle est difficile à répondre dans la plupart des cas. Alors pour ça, si vous voulez, on peut regarder. Alors là, on va regarder ça dans le Gantt. Donc je ne sais pas si vous l'utilisez souvent. Je sais que Jeanne est utilisatrice du Gantt. Moi, pas tant que ça. Je ne suis pas trop Gantt, mais on va en faire deux utilisations aujourd'hui. Ici, simplement, je remonte pour chacun des projets les tâches dans le temps en disant, ben, si on a des échéances, disons que ça ressemble à ceci. Nouveauté dans le Gantt, vous pouvez du coup afficher ici, comme dans tous les autres boards. Donc même principe, hein, quand vous allez ici dans Cart Options. Apparence des cartes, vous choisissez les dimensions. C'est une nouveauté dans le Gantt et vous choisissez de faire apparaître le département, la personne responsable et le restant des heures, ou l'estimation ici j'ai mis. Alors, si on regarde un seul projet, j'en profite pour vous montrer une nouveauté aussi. Si vous allez ici, dans le petit menu sur les cartes, et qu'il y a des liens per fille, vous avez maintenant six. Alors ici, c'est les tâches, mais ça n'importe quelle carte fille. Vous pouvez ici de nouveau naviguer en disant, bah, tiens, je vais aller voir les tâches de ce projet dans mon Gantt qui est prévu là-bas. Donc si je vais dans mon Gantt à la main, j'ai tous les projets. Et si vous utilisez la partie navigation ici, vous pouvez tout simplement, alors c'est toujours le même principe, il va simplement aller mettre un filtre sur le projet, mais ça permet de naviguer son projet comme si c'était une structure absolument rigide, alors que vous pouvez faire ce type de navigation sur toutes vos cartes Claro, indépendamment de ce que vous représentez dans Claro. Alors, si on prend ici, on imagine bien dans ce projet que même si Léa, elle travaille 8 heures au début et puis finalement elle n'a plus rien à faire sur la fin, si l'équipe était 100% dédiée, ben, on suppose que si on a besoin de Léa pour une clarification ici, ben, si elle se tourne les pouces pendant toute la durée du projet, ben, évidemment qu'elle sera disponible et elle ne bloquera pas l'équipe. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire des équipes 100% dédiées, quitte à ce que les gens se tournent les pouces, parce que ça permet d'éviter d'avoir des blocages en aval du travail qui a été fait en amont par d'autres gens. Le problème, c'est que c'est absolument pas possible dans la plupart des endroits parce que c'est assez rare qu'on paye les gens à se tourner les pouces, même si on devrait un peu plus souvent, et que dès le moment où j'ai en fait plusieurs projets et que Léa réapparaît à d'autres endroits, en fait, la question qui devient légitime, c'est est-ce que Léa, je ne sais pas, elle est là par exemple, est-ce que Léa ou est-ce que Julien ou est-ce que Clara va parvenir
à travailler sur tous ces projets en parallèle sans tomber en burn-out ou sans bloquer tout le monde. Qui me semble être une question légitime, même si en fait, une des manières d'y répondre, c'est de dire si l'IA ne faisait pas autant de choses, ça se passerait évidemment beaucoup mieux, mais personne n'applique cette méthode-là, donc je cherche d'autres manières. Alors, dans les différentes vues de Claro, vous avez donc ces sommes, et donc ici, on voit le nombre de cartes, et on va pouvoir jouer avec ça, avec une première manière un peu naïve de faire, qui est, ben, tiens, si je prends le temps restant et que je fais la somme, ben, je vois ici que pour chacun des projets et chacune des semaines, alors de nouveau ici on peut passer en mois, etc., on voit la somme des heures restantes au fur et à mesure. Et donc les gens qui connaissent Claro et qui ont essayé de faire ce genre de quantification, jusque-là ils faisaient comme ça. Mais en fait, c'est pas très convaincant. Alors c'est assez convaincant parce que ça marche partout. Donc je vous le montre par exemple ici, si je vais dans mon Kanban qui montre les tâches qui sont encore candidates, celles qui sont démarrées à valider terminées. Toujours le même principe, je viens, je fais la somme du temps restant, elle apparaît ici et on voit qu'on a 82 heures démarrées, mais c'est de l'estimatif, c'est du temps restant estimatif. Ce qui est convaincant dans Claro, c'est qu'on peut en permanence regarder ces sommes d'heures toujours par la dimension qu'on veut. Donc si on se pose la question, OK, mais j'ai envie de regarder ça par responsable, on voit que, par exemple, et on l'a toujours vu comme ça, et certains l'utilisent déjà comme ça, certains ou certaines, on voit que ben, certaines personnes en estimatif, on sait que les estimatifs, on ne peut pas toujours s'y fier, mais c'est toujours mieux que rien du tout. On voit que certaines personnes, par exemple, ont trop de boulot, pourraient avoir trop de boulot, et donc on peut déplacer les cartes de manière à ajuster un peu. Là où il y a une faiblesse avec ce type de méthodologie, c'est que finalement, ça ne prend pas le temps en considération, c'est-à-dire le fait que les échéances soient réparties dans le temps, mais elles n'est pas représentée dans la somme d'heures, et c'est ça qui rend cette somme-là, on a eu la remarque d'un certain nombre de gens, tout à fait inopérante en pratique, et donc on a cherché autre chose. Et une des choses qu'on a fait chez un client et qui peut vous intéresser, c'est de dire, regardez, j'ai une dimension calculée, je vais l'afficher ici. Moi, j'ai calculé sur certains des projets le pourcentage d'équivalent temps plein ici. Et donc, c'est une dimension calculée. Je peux vous montrer. Alors, j'attire votre attention pour les administrateurs de projet. On a mis le petit menu ici. Vous avez toutes vos dimensions et vous pouvez modifier leur définition à n'importe quel moment. Alors, là, évidemment, il y a un petit peu de code, mais ce n'est pas du code très compliqué. Certainement, si vous demandez à quelqu'un comme moi de venir aider ou vous lisez la doc ou des choses comme celle-là. Mais ce que j'ai simplement calculé, c'est le nombre de jours avant la deadline, donc le nombre de semaines avant la deadline, et je divise le temps restant par 38 heures semaine. Alors, on pourra aller plus loin en disant tout le monde n'est pas temps plein ou c'est pas 38, il faudrait mettre 30 pour prendre un buffer. Mais l'idée, c'est de calculer, ben tiens, finalement, pour respecter cette échéance, quel est le pourcent d'équivalent temps plein qu'il nous faut. C'est une modélisation, on peut dire tout ce qu'on veut de la modélisation, elle est peut-être trop simpliste par rapport au monde, mais c'est quand même une modélisation intéressante. Et ce qu'elle a d'intéressant, c'est que c'est cumulatif, c'est-à-dire que les équivalents temps plein, sous hypothèse que les tâches qu'on a ici sont disjointes. Et donc, c'est pas pour rien que je ne mets qu'un responsable. Je vous invite toujours à ne pas mettre plusieurs responsables parce que ça flingue notre capacité à raisonner sur ce qui se passe. C'est cumulatif, donc je peux commencer à faire des sommes là-dessus. Et ce qui est bien, c'est que Claro, il adore les sommes. Alors, si je repars dans mon petit Kanban, dans mon pourcentage d'occupation ici, ici, ce que j'ai montré, c'est toujours mes tâches en cours. Donc, j'ai supprimé les tâches terminées, candidat démarré à valider. Et je regarde sur chaque carte le nombre d'équivalents temps plein qu'il faut pour tenir l'échéance. Donc ce chiffre ici de pourcent d'équivalent temps plein tient tout à fait compte de la dimension temporelle là-bas. Donc par exemple, quelque chose qui est proche, le 19 juin, ben, si j'ai 40 heures à faire d'ici le 19 juin, ça me prend quasi un temps plein, tandis que si c'est le 15 juillet pour 16 heures, ça ne me demande pas grand-chose. Et l'intérêt, c'est que c'est cumulatif, donc ça veut dire que les sommes ici en bas, cette fois-ci, représentent à la fois un pourcentage d'occupation de la personne par rapport à ces échéances. Et donc ces pourcentages vont baisser si je change les échéances. Si je trouve que ici, ben, Clara, elle s'en sortira pas parce que pour tenir toutes ces échéances, ben, il faudrait plus qu'un équivalent temps plein, je peux évidemment déplacer l'échéance un peu plus tard et voir cette somme d'équivalent temps plein qui baisse. Ok, pas de beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'heures. Donc ça, c'est intéressant et vous avez une fois de plus, sur cet indicateur-là, vous avez la possibilité de le voir de nouveau, comme toujours dans Claro,
par département pour voir, par exemple, ben tiens, dans ce département-là, si on prend nos échéances, il nous faut trois équivalents temps plein, deux équivalents temps plein, pas tout à fait, enfin, moins d'un demi, moins d'un mi-temps. Et donc, c'est de nouveau, c'est une modélisation. Donc, ça ne représente évidemment pas toute la complexité du monde, mais c'est une manière déjà un peu plus satisfaisante de raisonner que des sommes d'heures. Et si ça vous intéresse de mettre ça en place et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous appeler. Je regarde ce que j'avais là. Ah oui, la question évidemment, c'est est-ce qu'on a... Donc finalement, il y a une hypothèse ici qui dit, ben, finalement, sur chacune des tâches, j'ai à la fois une échéance et à la fois un estimatif. Et bien entendu que même si on fait ce travail-là, on sait que c'est là que ça va un peu coincer. En fait, on ne sait pas bien calculer les échéances, on ne sait pas bien calculer les estimatifs. Là-dessus, complètement d'accord avec ça, je vous invite assez simplement, si vous avez ces listes de tâches, etc., de les amener dans Claro et de faire avec un casino quelque chose d'assez simple. Vous pouvez très bien, donc je vais commencer par le GAN, prendre un projet qui n'a pas d'estimatif, je crois que j'ai celui-ci où il n'y a rien, et décider assez simplement de dire, bah, tiens, on va mettre comme échéance le 30 août, ouais, ou le 31 juillet, c'est très bien, et décider qu'en fait, finalement, c'est pas que tellement qu'on sait calculer des échéances et des Gantt compliqués, c'est de faire l'hypothèse, OK, admettons qu'on doit tout avoir fini pour le 31 juillet, sous hypothèse même que le résultat d'une tâche n'est pas nécessaire pour l'autre, donc elles peuvent toutes démarrer le plus tard possible, vous avez déjà un premier modèle. Et si dans ce modèle-là, ça coince déjà dans votre équipe, c'est absolument certain que ça va coincer puisque vous avez une hypothèse ultra simplifiée. Et donc moi, je vous invite assez simplement à prendre des modèles très simples qui consiste à dire, OK, ben admettons qu'on fait d'abord tout ça et puis tout ça sur 2 mois ou sur 4 semaines, et d'aller voir dans les autres boards ce qu'est devenu, ce que sont devenus les petits graphes ou les petits... oui, je ne vous ai pas montré, mais vous pouvez évidemment passer. Donc ici, j'avais ma somme d'équivalent temps plein. Sorry, je n'ai pas montré, mais vous pouvez le montrer évidemment en graphe, en regardant un peu, ben tiens, voilà, on voit que Mehdi a trop de boulot, c'est sûr, quoi. On le voit immédiatement. S'il doit tenir ses échéances, il a certainement trop de boulot. Ça dit quelque chose soit des échéances, soit des estimatifs, mais ça dit quelque chose du projet. Donc c'est un exercice qui est quand même intéressant à faire. Au niveau des estimations, donc là, on était sur, si vous n'avez pas les deadlines, les échéances, ben, vous en inventez, vous en mettez pour dire quelque chose. Même chose pour les estimations. Là, vous avez la force de Claro. Donc si je reprends mon projet qui n'avait pas d'estimation, là, vous avez la force de Claro. Donc, une estimation ici, c'est une valeur numérique simple et méchante, enfin simple et bête. Je vous rappelle que dans Claro, le long des dimensions qui sont des nombres, vous pouvez toujours faire des catégories qui sont des intervalles. Donc, par exemple, un jour, ici, j'ai mis l'intervalle entre 8 et 16 heures. OK. Et donc, Claro, c'est un peu magique, c'est un peu arbitraire aussi, mais si je fais ça, en fait, ce qu'il a été faire, c'est qu'il a été mettre 8 heures, c'est-à-dire le début de l'intervalle, dans la carte. Et donc, faire ces estimatifs, même à la très grosse louche, c'est déjà un modèle. C'est peut-être des faux estimatifs, mais de nouveau, si on est soit un peu optimiste, soit un peu pessimiste et qu'on fait ça pour dire, voilà, en workshop, en équipe, pour dire, bah, tiens, si on devait vraiment faire ces estimatifs, même si on ne les aime pas, voilà ce que ça donne. Et immédiatement, je vous montrerai tantôt, on le fera en parallèle avec deux écrans, vos graphes, par exemple, vont se mettre à jour en temps réel et vous pouvez continuer à regarder par personne ou par département. Et je vais vous montrer tout à l'heure, ça, on peut le regarder dans le temps aussi. Euh, voilà. Hop. Et on peut voir comme ça le nombre d'équivalents temps plein dans la boîte qui sont nécessaires si on doit respecter ces estimatifs et si on doit respecter ces échéances. Et donc, je vous rappelle, une manière facile de modéliser, c'est d'être absolument optimiste. Donc, vous mettez des échéances loin et des estimatifs petits. Et si ça coince déjà là, vous avez la garantie que ça coince. Voilà. Et donc, il y a tout à fait moyen d'utiliser de la modélisation assez simple, par exemple dans Claro, qui est fait pour ça, et d'avoir quand même des réponses. Le but n'étant pas, après, d'avoir un plan qu'on va dérouler exactement comme ça dans l'entreprise, mais plutôt d'avoir une machine à étonnement qui amène les gens à se questionner, à regarder une réalité, à la modéliser, à ne pas être d'accord sur la modélisation, et pendant ce temps-là, on attaque la complexité. Je ne vous ai pas trop perdu, vous me demandez toujours là. Je vais vous demander une seconde de voix.